Bonjour à tous, c'est Venus Mechatronic. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler du Web3. Qu'est-ce que c'est? On va débunker un peu tout ce bazar et on va voir en fait ce qu'il en est réellement. Pensez à me mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Et puis je vous rappelle que vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton rejoindre sous la vidéo. Vous aurez la plupart de mes vidéos en avance. Alors, qu'est-ce que c'est que le Web3? Pour comprendre ce que c'est que le Web3, ou tout du moins plus ou moins la définition qu'on en donne actuellement, je vous propose déjà de regarder ce que c'est que le Web 1 et le Web 2 vite fait, quoi, parce qu'on les connaît déjà, donc c'est pas la peine de s'éterniser trois plombes dessus. Et je vais vous montrer ce qu'ils nous proposent actuellement en tant que Web3, et de comprendre un peu ce que c'est, et vous montrer ce que moi j'en pense, et de débunker un peu tout ça, et de voir si les projets qui se veulent Web3, ils sont réellement Web3 entre guillemets, et si l'offre proposée, elle est à la hauteur de ce que nous, on attend. Donc, le Web 1, grosso modo, c'était des sites web comme vous avez sous les yeux, c'est-à-dire des sites web tout simples avec des liens hypertextes seulement. C'était la découverte du protocole HTTP, avec les liens hypertextes. Donc, c'est relativement ancien. Voilà, c'est juste des liens, on clique dessus et il n'y a pas d'interaction côté serveur. C'est-à-dire que, grosso modo, le serveur, il nous renvoie juste la page qu'on a demandé. Il n'y a pas de calcul qui est fait au niveau du serveur, d'ouverture de session et de choses comme ça. Voilà, il y a plusieurs... Ça, c'est des vieux sites que j'ai retrouvés. Vous voyez, là, le logo, il marche même plus. Vous trouverez pas vous trouverez pas de lien avec des formulaires et des choses comme ça. Ça ne fonctionne pas dans le Web 1. Le Web 2, c'est ce qu'on utilise aujourd'hui, c'est-à-dire c'est un web où le serveur, lui, par contre, il peut faire quelque chose. Grosso modo, le Web 2 est arrivé avec la puissance de PHP, qui était un langage web, qui est utilisé exclusivement pour faire des sites internet. Et d'ailleurs, WordPress, qui équipe 40%, enfin qui sert 40% du web actuellement, est écrit en PHP. Voilà, donc grosso modo, ça ajoute des interactions en tant que serveur, dont des traitements de données et toutes sortes de choses qu'on peut faire ensuite. Voilà. Alors, le Web3, c'est censé changer un peu tout ça. Donc, on a toujours la couche, évidemment, où il y a des interactions au niveau serveur, mais c'est censé décentraliser tout ça. C'est-à-dire que c'est plus le serveur qui va traiter les données, mais c'est une multitude de nœuds qui sont censés traiter les données des requêtes des clients. C'est-à-dire, le client, c'est le navigateur, ce qu'on utilise là. Donc, il y a plusieurs types de propositions. Par exemple, là, sous les yeux, on a le Filecoin, avec un site web, ma foi, fort joli, qui permet de stocker des fichiers, voilà, de façon décentralisée, avec un protocole qu'on appelle IPFS. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais grosso modo, ça vous permet d'accéder de façon décentralisée à vos fichiers. Ce que, par exemple, Dropbox fait, ou le cloud Google, ou le cloud Microsoft, là, OneDrive, font de façon centralisée. Là, on peut le faire plus ou moins de façon décentralisée. Alors, dans la même veine, on a le SIA Coin, que je vous ai déjà présenté dans une vidéo, qui permet, de ça, vous pouvez le miner, je vais vous expliquer comment faire. Voilà, ça permet de stocker des fichiers à distance, de façon décentralisée. Ils sont cryptés et personne ne peut lire vos données. Voilà. Donc ça, c'est leur définition du Web3, par exemple, pour ces deux coins-là. Ensuite, on a, je prends quelques exemples, il y en a beaucoup en fait. On a IOTA, qui propose une infrastructure décentralisée des objets déconnectés. Bon, pourquoi pas, eux, ils surfent sur la vague. Déjà, vous voyez, on commence à avoir une tendance se dessiner. Eux, ils surfent sur la vague des objets connectés, les caméras, les machins, les bignous, tout ce qu'on peut avoir chez soi qui a une interface souvent à base d'un MCU, c'est-à-dire un petit microcontrôleur. Voilà, ceux qui programment des ESP32 savent bien de quoi je parle. Donc voilà, eux, ils proposent ça. Donc pourquoi pas, ma foi, entre le stockage de fichiers et puis la sécurisation de données d'objets connectés, ma foi. Voilà, ensuite on a Airwave, qui permet aussi de miner, c'est minable, c'est un coin qui est minable aussi. On peut faire du stockage de fichiers, alors c'est différent, moi je l'ai jamais miné parce que je crois qu'il faut mettre des coins dedans avant de pouvoir commencer à miner. J'aime pas trop ce genre de truc, quoi. Voilà. Donc vous voyez, il y a pléthore
Il y a pléthore de choses, hein, mais grosso modo, ce qu'on retrouve souvent, c'est du stockage de fichiers, des trucs, objets connectés. Helium, par exemple, c'est une sorte de Web3 quelque part, hein. Voilà, on a par exemple ici où on nous propose des DNS sécurisés par le Web3, donc en gros par une infrastructure de serveurs décentralisée. Ma foi, pourquoi pas. Voilà, moi, à mon sens, tout ça, c'est un peu de la... Comment dire, je vais pas dire que c'est du flan parce que c'est pas vrai, mais c'est pas ça qu'on attend réellement du Web3. Alors effectivement, le stockage de fichiers décentralisé, certes, mais c'est qu'une partie, c'est qu'une toute petite partie du web. Ce qui est intéressant, ce sont vraiment les applications qui peuvent être décentralisées, parce qu'il y a une vague depuis quelques années sur Internet où on voit de nombreuses applications qui sont complètement décentralisées, c'est-à-dire qu'on n'a plus rien installé sur l'ordinateur, on ouvre son navigateur et on peut accéder à des logiciels en ligne, hein. On peut même voir des Photoshop et des choses comme ça directement en ligne, hein. Voilà, et tout ça reste centralisé puisque c'est exécuté sur une infrastructure serveur qui appartient à X ou à Y entreprise, hein. Comme là par exemple Proton DNS, hein, où les DNS doivent appartenir à une entreprise, hein. Je doute que ça dépende d'une communauté, hein. Bon, ça a le mérite d'exister quand même, hein. Mais on voit bien que la tendance, elle est quand même... c'est un peu biaisé tout ça, c'est un peu biaisé. On sent bien que c'est un argument un peu commercial, hein, pour nous vendre un nouveau moyen de miner ou de stocker ses fichiers ou de consulter Internet en utilisant un autre type de DNS ou alors avec ses objets connectés. Voilà, l'offre est très fragmentée. Au final, personne ne propose de solution réelle et en particulier au niveau des sites Internet, parce que c'est ça le web, hein. Quand on parle de Web 3, hein, bon, on peut parler de protocole IP, d'échange de fichiers, FTP, IPFS, etc. Mais le cœur du web, c'est les sites. Ah, c'est les sites web. Or, il y a très peu de véritables offres au niveau des sites web. J'en connais. Je vais vous les montrer après, hein, puisque c'est ça pour moi le Web 3. Donc tous ces trucs-là qui se valent au Web 3, alors oui, ça l'est, mais ils ne répondent que vraiment très partiellement au problème, quoi. Et pour moi, la véritable problématique du Web 3, comme je vous dis, c'est les sites web. Alors, les sites web, on a le flux. Alors ça n'existe pas encore sur le flux, mais ça va arriver. Et je sais qu'ils sont en train de faire des tests dessus. Et alors je peux vous dire que c'est quelque chose que j'attends vraiment avec impatience. Étant moi-même architecte web, je connais très bien le monde du web. Et pour moi, le monde du web et le Web 3, ça doit inclure forcément les sites web, qui est les DNS. Ça, c'est de l'infrastructure, quoi. Qui est la gestion de fichiers. Ma foi, pourquoi pas. Après, rien n'empêche d'avoir ces fichiers en local, etc. Mais par contre, les sites web, on ne peut pas faire autrement que les consulter via un navigateur et une infrastructure spécifique, quoi. Bon, en l'occurrence, ça peut être des serveurs Apache, Nginx, etc. Mais voilà, ça reste toujours un peu centralisé tout ça. Or, Flux, ils vont proposer d'héberger directement sur les nodes Flux, donc nos petits nodes Cumulus et tout ça, hein, des applications où ils vont prendre en charge WordPress. Or, WordPress, comme vous le savez, vous le savez peut-être pas, mais je l'ai dit avant dans la vidéo, hein, c'est 40% des sites web actuels. Après, les autres parts de marché, ça reste assez minimal, hein. On a les sites qui sont développés à la main par des développeurs spécialisés, hein, dont moi en l'occurrence, hein. Et puis, on a d'autres types de sites qui sont développés avec d'autres frameworks, hein, ou d'autres logiciels. On appelle ça des CMS dans le jargon, hein, des gestionnaires de contenu web, hein, et Content Management System, ça s'appelle. Et voilà, donc l'idée, c'est faut pas réinventer la roue. Et pour moi, l'idée de Flux est très bonne, c'est-à-dire de pouvoir porter WordPress sur les nodes Flux avec des réplicas. Hein, ça permet une décentralisation totale, hein, vu que les nodes Flux, souvent, ils sont quand même hébergés, je pense, en partie chez des particuliers, en tout cas. Donc, moi, ça me paraît vraiment être une bonne idée. Et là, j'adhère à cette définition du Web 3. Hein. J'adhère complètement. Un autre aspect du Web 3 que je voudrais voir avec vous, c'est l'aspect e-commerce et paiement, parce que ça aussi, ça fait partie du Web 3. Le fait de pouvoir utiliser ces cryptos pour payer, à mon avis, c'est la base du Web 3, tout comme les sites Internet. Hein. Donc, si vous avez, par exemple, un WordPress avec derrière des bridges ou des passerelles de paiement
qui utilisent, bon, soit Coinbase par exemple, ou là je vous montre l'exemple de Coinbase, hein, mais il y en a d'autres, hein, qui utilisent Coinbase ou d'autres systèmes de paiement à base de crypto-monnaies. Il y en a par exemple sur Ergo ou autre. Hein. La boucle est bouclée, quoi. Là, on aurait quelque chose de déjà beaucoup plus intéressant et beaucoup plus complet. Hein. Et pas quelque chose comme du stockage de fichiers qui serait intéressant uniquement pour des entreprises qui ont envie de stocker leurs fichiers, tu vois. Parce que là, moi je dis c'est quand même vachement plus limité, quoi. Alors que si on peut faire des sites web et servir à la population, en tout cas aux internautes, des sites web de façon décentralisée, avec des temps d'accès raisonnables et une garantie, si le site est répliqué 5 fois, je veux dire, il peut très difficilement tomber, quoi. On aurait plus ce qui peut arriver, par exemple, ce qui est arrivé il y a quelques temps chez OVH, hein, où on a carrément un data center qui a cramé, quoi. Moi, j'ai perdu plusieurs serveurs de mes clients dans l'affaire. Heureusement, on avait des sauvegardes, etc. On a pu, dans les 2 heures, c'était reparti. Hein. Mais voilà. Donc, ce genre de solution, moi, je trouve ça extrêmement intéressant. Donc, je voulais vous en faire part parce que c'est ce que je pense que c'est la définition du Web 3. Hein. Et je voulais vous montrer aussi que c'est quelque chose qui est compris par certaines blockchains comme Cardano, où en gros ils intègrent un bridge qui va permettre le développement d'applications Cardano directement dans WordPress sans avoir à coder tout le framework et tout le bazar. Là, on installe le plugin dans WordPress. Et on peut commencer un développement très simple hein, d'application en utilisant la blockchain Cardano. Et c'est ce genre d'exemple, à mon avis, qui fait que les cryptos mettent un pied dans la réalité, dans le monde réel du web actuel. Et à mon avis, c'est ça qui va pousser réellement ce genre de crypto-monnaies. Et moi, toutes les crypto-monnaies qui proposent ce genre de choses, je pense qu'elles ont un avenir. Parce que lors du prochain bull run, c'est quelque chose qui va se démocratiser. Les gens vont aller de plus en plus, de toute façon, vers les crypto-monnaies. Hein. C'est un mouvement de fond, hein, les crypto-monnaies. C'est pas un truc comme ça qui va disparaître. Hein. On voit de plus. Il y a beaucoup en ce moment d'articles dans la presse où on dit que le Bitcoin est mort, tout ça, blabla. Non, moi, j'y crois pas du tout à ça. J'y crois pas du tout à ça. J'y crois pas du tout. C'est quelque chose où on sent que les banques centrales et les banques en général sentent le danger arriver et ils sentent le cash échapper quelque part à leur contrôle. Hein, et c'est une façon de se défendre. Hein, mais d'un autre côté, là, ils sont face à une vague de fonds qui ne va pas s'arrêter. Du jour au lendemain, c'est pas possible et l'adoption va arriver. Dans tous les cas, avec le temps, c'est quelque chose qui va se faire progressivement. Il n'y aura pas d'adoption massive d'un coup, hein, comme certains peuvent l'imaginer via un bull run, hein, mais c'est une adoption massive, mais progressive. Hein, et ça va se faire via le web 3. Et de cette façon-là, c'est-à-dire avec des sites web qui sont totalement décentralisés, sur une infrastructure décentralisée, hein, qui est capable de répliquer et des fichiers et des bases de données, hein, parce que le web, c'est pas que des fichiers, voilà, avec des bridges qui permettent des paiements directement en crypto-monnaie, et puis des smart contracts qu'on peut installer facilement sur n'importe quel site web préconfiguré où on a juste à mettre nos paramètres. Hein, et c'est comme ça que va se faire l'adoption et que ça va rentrer dans les mœurs de chacun. Hein. Quand tous les gens vont arriver sur des sites de e-commerce et qui vont pouvoir commencer à payer avec leur crypto-monnaie directement, hein, avec des bridges, des passerelles de paiement et des choses comme ça qui sont installées, voire avec des petits smart contracts qui permettent de gérer certains types de données et de les garder privées. Là, on touchera réellement le Web 3. Hein. Donc, vous voyez, les premières solutions, comme on nous les propose, c'est-à-dire juste du decentralized storage, hein, voilà, du stockage décentralisé, des objets connectés, blabla. Bon, c'est trop limité, quoi. C'est trop limité. Hein, c'est vraiment trop limité. Et puis, bien sûr, on pourra étendre tout ça, j'imagine, à une gestion des DNS. Hein. Donc, les DNS, c'est ce qui permet la translation entre le nom de domaine, ici, hein, runonflux, par exemple, .io, et puis les adresses IP des machines. Hein. Voilà, ça c'est une partie importante du web aussi, qui actuellement est souvent contrôlée par des États ou des fondations. Hein, donc ça pourrait être pas mal si ça pouvait aussi faire partie du Web 3. Voilà, voilà.
Dites-moi, n'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous pensez de cette vidéo et du propos que j'ai tenu, parce que moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et c'est aussi, je veux dire, ça fait un peu aussi partie de mon métier, pour le coup, directement, là. Et donc, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse fortement, puisque je travaille un peu à la pointe de ces choses-là. Et donc, j'essaie de me tenir au courant un peu de tout ce qui se passe, hein. C'est un peu mon job, hein. Et de voir, par exemple, que Flux va proposer du Flux Drive et qui va faire de la gestion en base de données distribuée comme ça, via des petits nodes qu'on peut avoir chez soi. Je trouve ça carrément génial. Voilà. Voilà, et puis Cardano Press, hein, voilà, Cardano, s'ils arrivent à jouer cette carte-là, hein, à faire un bridge WordPress, ça pourrait être vraiment très très cool. Hein. Alors, je sais que le Cardano Press, il est en passe de passer. Il est en passe de passer dans les plugins WordPress officiels. Hein. Donc, ma foi, voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça. Et puis, moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Pensez à mettre un petit pouce bleu et puis à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. A plus, salut!